Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Le Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Carole Virono. Salut Carole. Salut Anne-Louise. Comment vas-tu? Je vais très bien, c'est super, je suis très ravie d'être avec vous, avec toi, cette nouvelle année, voilà, tout va bien. Et déjà, on souhaite bonne année à toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui vont voir aussi cette vidéo par la suite. Et moi, j'ai une question, j'aimerais savoir si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Donc, je veux bien vos réponses dans le chat. Déjà, on peut dire bonsoir à Leïla qui est hyper impatiente d'être avec nous. Elle attend avec impatience. Donc, on va voir un petit peu si les personnes nous voient bien, nous entendent bien. Et en attendant, Carole, je te propose de te présenter. Bien, moi, je m'appelle Carole Virono. J'ai 48 ans, j'habite à Saint-Germain-en-Laye et je suis maman de 2 enfants. Je suis aussi coach en santé et coach de vie. Je suis certifiée health coach parce que j'adore la nutrition santé. J'aime beaucoup aussi les neurosciences. Et donc, du coup, moi, j'aide les gens à se sentir mieux, à retrouver leur énergie. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me botte. Leur énergie, c'est aussi retrouver de l'énergie en santé. Et que dire sur moi? Je suis aussi nouvellement praticienne en neurofeedback dynamique. Ouais, qu'est-ce que c'est Le neurofeedback dynamique, c'est un entraînement cérébral, en fait, avec une machine ultra perfectionnée où on met des électrodes sur la tête qui mesurent l'activité électrique du cerveau, qui est relié à un logiciel tout petit mais très performant, qui du coup analyse tout ça. Et chaque fois qu'il y a une petite sortie de norme, parce qu'il y en a plein dans notre fonctionnement, des petites sorties de normes, il y a une micro-coupure de son dans le film ou la musique qu'on écoute ou le film qu'on regarde. C'est-à-dire, c'est juste une micro-coupure de son, ça n'a rien d'invasif du tout. Et cette micro-coupure de son permet au cerveau de s'autoréguler, en fait. Et donc, du coup, ce sont des séances de 33 minutes où on regarde la télé, où on écoute de la musique, ça dépend ce qu'on a envie de faire. Et on est assez relaxé, c'est un outil de bien-être. Mais c'est assez impressionnant le bénéfice qu'on peut avoir parfois au bout de la première séance, incroyable, et parfois au bout de quelques séances. C'est impressionnant. C'est vraiment un reset. Et ça, donc, du coup, ça aide au cerveau de se réguler. Donc, ça peut toucher n'importe quoi. Il y a des gens qui n'arrivent plus à dormir. Il y a des gens qui ont des phobies. Il y a des gens qui traversent des moments très difficiles, qui font des burn-out. Il y a énormément de gens qui se sont mis au neurofeedback en faisant des burn-out. Enfin, bon, c'est un outil incroyable, et je pense qu'à terme, d'ici quelques années, ça commence à être c'est très connu malgré tout. Quand on lit des livres sur le cerveau ou quand on lit des revues, même maintenant dans les revues un peu mode, ça commence à émerger, et c'est connu depuis des dizaines d'années, hein. Mais c'est vrai qu'en France, c'est encore frileux, mais c'est un outil qu'on aura probablement dans tous les foyers à terme. Alors, il y a des neurofeedbacks aussi qui se vendent, des écouteurs comme ça, mais qui sont pas du tout paramétrés pareil. Là, je parle bien de neurofeedback dynamique qui s'appelle NeuroOptimal. C'est vraiment une méthode particulière et c'est assez impressionnant. Je l'ai acheté notamment pour mon fils qui a pas mal de soucis, mais entre autres le manque de concentration. Et ça peut aussi aider tous ces enfants qui sont dyslexiques, hyperactifs. Enfin, c'est impressionnant. Voilà. Donc, je le conseille vraiment à tout le monde d'aller chez une praticienne et de se faire des séances. Parce que voilà. Donc, du coup, j'ai le matériel. J'ai eu la certification récemment. Bravo. Et voilà. Bah oui. Donc, du coup, je fais des séances de neurofeedback dynamique. Et tout ça, en fait, c'est très, très global, en fait. Hein. Quand on commence à prendre soin de soi, de sa santé, de son mental, ben voilà, tout ça est très cohérent. Et je suis en train aussi de bien me pencher sur la nutrition du cerveau, donc la neuronutrition. Ça m'intéresse aussi beaucoup. Mais là encore, c'est hyper cohérent. Voilà pour qui je suis. Merci beaucoup, Carole. Alors, c'est génial. Moi, je t'ai rencontrée donc à la Journée de l'Audace à Genève. Ouais. C'était en octobre, on s'est super bien amusé et tu nous as fait une conférence magnifique où tu nous as parlé de plein de choses, tu as passionné ton public sur justement se relever d'une épreuve et se révéler. Parce que toi, tu as vécu plein de choses dans ta vie et aussi des épreuves et tu as su transformer tout ça, transmuter tout ça et c'est de ça dont tu vas nous parler
Moi, je me réjouis beaucoup de parler de tout ça. On n'a pas encore de retour. Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Ça m'intéresserait dans le chat que vous nous disiez si tout est OK, si Carole passe bien. Et moi aussi, et surtout elle, parce que c'est l'intervenante. Donc voilà. Alors, je te propose, Carole, de nous raconter un petit peu tout ça, cette épreuve, ta vie, les choses passionnantes que tu sais si bien raconter. Alors, c'est vrai qu'à la journée de l'audace de Genève, j'avais introduit le sujet par une petite histoire. D'abord, quelque chose qui m'est arrivé, on va dire. Un jour, j'ai pris la décision de faire un marathon, ce qui était, pour la petite histoire, quand même assez incroyable, puisque je ne courais pas, je n'aime pas courir, et le marathon que j'envisageais de faire était 2 mois et demi après. Donc, c'est à la stupeur de tout le monde, j'ai pris cette décision parce que, en parlant de marathon, j'avais les yeux qui brillaient. Je me disais, oh là là, mais c'est incroyable, ces gens qui courent des marathons, mais c'est... Oh. Et à force de m'extasier sur ça, je me suis dit, pourquoi j'en ferais pas un finalement, moi, puisque ça me fait autant rêver. Je trouve ça tellement incroyable. C'était comme marcher sur la Lune. C'était un truc de dingue. Ouais. Et pour cause, hein, je ne courais pas, je n'aime pas ça du tout. J'aime pas du tout courir. Enfin bon, bref, j'ai des anomalies au dos. Enfin bon, moi j'ai le genou en vrac. Je sortais de la grossesse. Ma kiné me disait un marathon, mais vous allez vous faire pipi dessus. Donc en fait, personne n'y croyait, sauf moi. Moi, j'oscillais, mais globalement, quand même, j'y croyais. Et puis, donc, je m'y suis mise assez tard. Donc, évidemment, les entraînements, ça a été juste horrible. Hein, juste horrible. Je me souviens, je partais, au bout d'1 minute, je regardais ma montre, je me disais, ça fait que 1 minute. C'était l'horreur. Et à chaque pas, je me souviens, je faisais, Carole, tu peux le faire. Carole, tu peux le faire. En fait, je passais 45 minutes à courir, à me dire, Carole, tu peux. Carole, tu peux. Voilà, c'était ça tout le temps. Je crois qu'il y a un entraînement où j'ai eu les fameuses hormones du bonheur, là, une fois, sur tous les entraînements que j'ai fait. Sinon, chaque fois, c'était... franchement, j'ai été pugnace hein, sur ce coup-là. Je me suis entraînée 3 fois par semaine. Mais tous les jours où j'avais un break, j'étais là, c'est trop cool, aujourd'hui, je ne cours pas. Enfin, c'était vraiment incroyable. Mon mari qui lui court me disait, Carole, là, je veux pas... mais là, il faudrait quand même que tu essaies de courir 20 km, peut-être. Donc, du coup, je dis, bon, alors, OK, demain, je cours 20 km. Donc, voilà. C'est là où on découvre, en fait, qu'on a de nouvelles douleurs qu'on ne connaissait pas. J'avais des crampes d'orteils. Je ne savais même pas que ça existait. Après, j'ai vu que c'était parce que quand on manque d'entraînement, on peut se faire des crampes d'orteils. C'est absolument atroce. Mais voilà, plus on passe les caps de course, plus on a de douleurs différentes. Et on apprend qu'on a des parties du corps qu'on méconnaissait, en fait. Hein, voilà. Donc, du coup, mon marathon est arrivé. Ce fameux jour qui était merveilleux. Il y a un ami qui m'a dit, écoute, tu sais quoi ? Prends du plaisir. Et c'est vrai que c'est une phrase qui m'est restée. Tout le long du marathon, je ne me suis pas du tout mise la pression. Et j'ai couru. Je me suis bien réservé les 20, parce que j'avais lu un livre quand même sur le marathon. Donc, j'avais mémorisé qu'il fallait s'économiser les 20 km, qu'on avait toujours 22 km de plus pour accélérer si on voulait. Donc, du coup, les 20 premiers kilomètres, j'étais comme sur coussin d'air. C'était incroyable. J'étais portée, mais c'était un truc de fou. Tu sais, quand on court des marathons, il y a une ligne bleue qui marque le chemin et je me mettais dessus. Et je disais, allez, je te bouffe. J'étais tellement contente, mais tellement contente d'y être. C'était la fin de mes entraînements. Waouh, trop bien. Donc, du coup, voilà. Et puis 20 km sont passés comme ça. J'applaudissais la foule. C'était délirant, quoi. J'étais en extase, en fait, complètement portée. Là, pour le coup, je pense que je sécrétais mes hormones hein, pour du bonheur. Elles sont arrivées au bon moment, on va dire. À partir du 32e, non, du 28e, 28e jusqu'au 32, je me suis dit, ok, là, ça commence à faire un peu mal aux jambes. Parce qu'en fait, tu as toute l'acide lactique qui vient et tu as les jambes qui sont comme des bouts de bois. Elles sont dures comme ça. Tu as l'impression que c'est très, très dur. Donc, voilà, je me disais, bon, tac.
Tu n'as quand même pas assez mal pour arrêter de courir. Donc, j'ai continué. Et au 32e kilomètre, donc je regarde ma montre, je me dis, 32, ça fait 3h30 que je cours. Si jamais j'accélère, je peux arriver avant 4h30. Et donc là, je me mets un nouveau défi dans le défi. Wow. J'accélère. Et alors là, c'est incroyable. J'avais l'impression d'être l'homme qui valait 3 milliards. Parce qu'en fait, moi, j'accélérais, donc j'avais l'impression d'aller super vite. Et c'est au moment où les gens commencent quand même à décélérer, parce qu'ils commencent quand même, au bout de 3h30 de course, à commencent à être fatigués des 30 et quelques kilomètres qui sont dans les papates. Et donc, du coup, ça m'a donné une sensation de vitesse. Je me faisais la musique du mec qui valait 3 milliards. Là, je faisais tout. J'avais des ressources incroyables ce jour-là. Et donc, du coup, j'ai fini ma course. 41e kilomètre, j'ai eu un mal de dingue au pied. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc? Et finalement, j'avais des ampoules partout. Quand je suis arrivée, j'avais des ampoules mais partout sur les pieds. Mais j'ai eu ma médaille et j'ai fait moins de 4h30. Donc, c'était top. Incroyable, incroyable. Alors, pourquoi je raconte tout ça? Pourquoi je raconte cette anecdote? C'est que ensuite, c'est vrai que quand j'ai couru ce marathon, tout le monde était en train de me dire c'est n'importe quoi. Pourquoi à 40 ans là, tu veux tout d'un coup te mettre à faire du sport? Hein. Mon mari me dit putain mais fais plutôt un semi parce que t'as jamais couru de ta vie. Et moi ce qui me plaisait c'était un peu le Saint Graal, c'était l'impossible quoi. Et c'est ça qui me plaisait, c'était le fait que ça soit très difficilement réalisable. Qui me donnait envie, tout ça, mais c'était insensé pour les autres, pour le coup. Pour moi, ça avait du sens peut-être, mais pour eux, pas du tout. Donc, le sens est venu un jour de juillet 2014, où on m'annonce à moi et à mon mari que notre fils, qui a alors 1 an, a un retard global psychomoteur. Et là c'est quand même un énorme choc, parce que c'est grave. Voilà, on nous dit que c'est préoccupant. Ça faisait 2 mois qu'il était en petite stimulation parce qu'on avait remarqué quand même qu'il était, voilà, ça faisait quelques mois. Hein. Moi, je posais la question au pédiatre en disant c'est bizarre quand même, il tient pas bien son cou. Mais non. Et puis un jour, il me dit t'as qu'à aller voir le neuropédiatre si t'es pas contente. Et puis j'y suis allée. Ouais. Et le neuropédiatre m'a dit ouais, non, c'est pas tout. Mais bon, en plus, j'étais en Espagne, donc ils ont une manière de parler toujours no pasa nada, tout ça. C'était. Bon, il est un peu flémousse, bon, on va lui faire un petit peu de stimule et tout. Et puis, au bout de 2 mois de stimulation, c'est la tarte à la crème. Là, ils nous disent non. En plus, je revenais d'un voyage, donc j'étais hyper. Et là, il me dit non, là, c'est préoccupant. Il faut qu'il aille dans un centre de rééducation global, psychomoteur. Enfin, bon, donc là, tu te dis, mais ça fait des mois que je dis, j'ai l'impression que ça ne va pas. Et on me dit non. Et puis là, c'est la tarte à la crème. C'est vraiment ça, quoi. Et puis, voilà, là, c'est un énorme état de choc. Puis, on commence à avoir une course folle autour de plein de médecins. Et c'est vrai que pour amener le sens, se dire, le jour où on nous a annoncé ça, très peu de temps après, je me suis dit, mais je sais pourquoi j'ai fait ce marathon, en fait. Ouais. Voilà, je sais pourquoi. La vie me dit, Carole, accroche-toi, comme dans mes entraînements, tu peux le faire. Wow. Tu peux courir ce nouveau marathon. D'accord. Et ça a été, ça a été très rapide, en fait. Dans ma tête, c'était évident que la vie m'avait invité à faire ce marathon pour me dire, Carole, je sais que tu penses que tu es une sprinteuse, probablement que tu es une sprinteuse, mais tu peux être aussi une marathonienne. Et ça m'a beaucoup aidé en fait de me dire ça, de me dire mais en fait c'est possible, tout est possible, tout est possible. Hein. Et si je peux courir un marathon, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc du coup, ça m'a aidé dans le sens où je me suis dit ok je peux tenir ça parce que c'est vrai que ça faisait partie de mes angoisses de future maman que d'avoir un enfant handicapé, très clairement. Très clairement, c'est quelque chose que j'avais déjà appréhendé en me disant, oh là là, non, pas pour moi. Enfin, c'est rare les gens qui disent, oui, ok, pour moi, ça je prends, ça j'adore, je kiffe. Il y en a, probablement, mais je pense que ce n'est pas la grande majorité. Et donc, ça faisait partie d'une appréhension, puisque moi, j'étais jusqu'à présent, en tout cas, enfin, jusqu'alors, on va dire plutôt
j'étais plutôt quelqu'un de très performant ou dans la performance, on va dire. Voilà. J'aime la performance. Dès que je vois un sportif réaliser des performances, ça me fait pleurer. Je suis vraiment très sensible à ça. Et moi, j'étais, voilà, ça fait partie de mes valeurs hautes. J'aime me dépasser. Et donc, du coup, avoir un enfant handicapé, ça rentrait pas là-dedans, en fait. C'était une forme de méconnaissance, bien évidemment, de peur, bien sûr, et puis de peur ce que ça peut générer dans la vie, parce que quand on a un enfant handicapé, la vie n'est plus du tout la même. Et probablement pour jamais, d'ailleurs. Ouais. Enfin, pour toujours. Voilà. Donc, du coup, cette annonce, c'est un énorme choc d'un deuil à faire sur plein de choses. Un deuil de sa vie actuelle, de la vie future qu'on envisageait, le deuil de l'enfant normal, le deuil de plein de choses, en fait. Et donc, du coup, voilà, cette anecdote du marathon, c'est pas qu'une anecdote, c'est aussi une manière de me dire, la vie t'envoie des signes, Carole, et elle te dit, accroche-toi, tu peux le faire. Donc voilà comment tout a commencé. Et puis que dire sur ça. Après, on a couru de docteur en docteur. C'est vrai que c'est une course folle. C'est un peu comme quand on lâche un chien qui a été tenu au collier trop longtemps et qui court dans tous les sens. Et nous, moi, je courais partout dans tous les sens pour trouver des réponses. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il a précisément ? Parce que quand un enfant a un retard comme ça, psychomoteur global, qu'il a un retard pour tout, il avait en fait un développement d'un enfant de 3 mois à ce moment-là, alors qu'il avait 1 an. Et il n'y a aucune raison apparente. On dit, il n'y a pas de lésion, il n'y a rien. Il est comme ça. Il avait juste la tête qui grossissait au fur et à mesure des mois. Et en fait, il a une mégalencéphalie, c'est-à-dire une croissance excessive du cerveau, anormale. Mais à l'époque, ce n'était pas diagnostiqué. Voilà, donc on nous disait c'est peut-être génétique. On m'a dit, mais le père a une grosse tête. Enfin, on ne savait pas. Donc, on a fait le tour des popotes. Et ça, c'est un énorme stress aussi de ne pas savoir et de courir partout. On me demandait de le stimuler. On m'a bien sûr culpabilisé. Vous ne l'avez pas assez stimulé petit. Il a pris du retard. Enfin, c'est terrible. Ouais. Donc là, bien sûr, on m'a dit allez voir un psy direct. Enfin, c'est terrible. Après, il y avait mon mari au départ qui avait du déni, je pense, qui disait non, mais c'est Carole qui a un problème. Moi, je vais très très bien. C'était vraiment. Il y a forcément des étapes de dépression. Et souvent, en plus, maintenant que je vois avec des parents d'enfants handicapés, souvent ces enfants-là, dès le départ, des petits, même quand on n'a pas identifié qu'ils étaient handicapés, ils sont souvent en hypotonie, ils pleurent beaucoup. Donc moi, mon fils, déjà, j'ai eu un accouchement épouvantable. Le début, l'horreur. Il faisait que pleurer. Il avait un torticolis. Enfin, il avait tout, quoi. C'était très compliqué. Donc, il faisait que pleurer tout le temps. Et je me souviens m'être dit, d'ailleurs, vivement, quand il aura 1 an, il va commencer à marcher. Je vais peut-être aller mieux parce que j'étais dans un état de fatigue énorme quand il est né. Et là, en plus, j'ai eu un accouchement qui a énormément duré. Je crois que ça a duré 32 heures. Et la suite est terrible. Donc, du coup, pas du tout reposant. Et je me disais, mais vivement qu'il ait 1 an. Et à 1 an, boum, tarte à la crème, pire que pire. Et donc, je me dis, en fait, ça m'a vachement appris aussi ça, cette réflexion. Et je me suis souvent rappelé de ça. Ouais. Ne jamais trop croire, de se dire, quand j'aurai ça, ça sera mieux. Ou quand, non. Et ça permet de me reconcentrer sur le présent. Et ça permet de se reconcentrer aussi sur l'impermanence. C'est-à-dire que c'est comme ça aujourd'hui, demain, ça sera peut-être différent. Et aussi bien, ça sera différent dans 1 an, aussi bien, ça sera ni mieux, ni bien. Enfin, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de projet. Ça veut juste dire qu'on ne sait pas et que les choses ne sont pas toujours comme ça sûres dans le bon comme dans le pas bon, d'ailleurs. Il y a plein de merveilleuses surprises et il y a plein de surprises foireuses et c'est juste comment on les accueille et je trouve que moi d'avoir eu cette réflexion-là et de m'en souvenir,
Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le c'est OK, on verra comment ça se passe et c'est OK aussi. Voilà. D'être beaucoup moins dans il y aura ça et ça sera forcément mieux. Voilà. C'est beaucoup plus souple maintenant, tu vois. Ouais. Côté beaucoup plus souple. Est-ce que c'est une méditation? Ouais, je sais que le contrôle est une illusion. Voilà. J'en suis revenue à cette conclusion. Ouais. Avant, tu contrôlais pas mal avant, comme tu disais, tu aimais la performance. Et ça t'a fait changer cette épreuve. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Un enfant comme ça, une grosse épreuve, parce que je ne suis pas qu'un enfant comme ça, je crois que quand on a une grosse épreuve, on a plusieurs options en fait. On a plusieurs options. On a l'option d'accepter ou de quitter ou d'améliorer la situation. Il y en a beaucoup finalement qui ne choisissent aucune des trois et qui vont dans la complainte. Bien sûr. Et c'est OK, mais juste on peut dépasser ça aussi. C'est vrai que dans la conférence, je l'explique, je disais, c'est vrai que la première des réactions quand on a cette annonce-là, on dit mais pourquoi ça nous arrive à nous ça? Moi, j'étais en plus, j'aimais la rapidité, j'aimais la performance, j'ai toujours été ci, ça, j'ai toujours tout réussi. J'arrive même pas à réussir à faire un gosse en fait. Parce que c'était un peu ça, hein. C'est terrible. C'est-à-dire que c'était pas dans la méchanceté, c'était dans tout d'un coup, je me disais mais il y a eu très peu de temps, ça a duré pas longtemps, mais j'ai frôlé la honte en fait. Hein? Bien sûr. Ouais. Dingue. Où je me disais, je me jugeais de ça, mais si j'analyse bien mon sentiment, c'était une forme de honte. Je n'ai pas, tu sais, on se dit, ben, j'ai mal fait quoi le truc. C'est terrible. C'est terrible ça. Mais ça vient de la comparaison. Voilà, on est malheureux parce que les autres ont autre chose, en fait. Ça ne fait pas partie de la norme. Donc, du coup, ça, voilà, comme tous les gens qui ont des choses anormales et qui se disent mais pourquoi ça m'arrive à moi et de pourquoi ça arrive à moi, je suis passée à ça arrive pour moi. Wow. En fait. Voilà, ça, c'est l'histoire de ma vie avec mon fils. Et donc, du coup, c'est une épreuve qui m'a révélée parce que toute cette force, finalement, tout cet optimisme et toute cette joie de vivre que j'ai, elle a toujours été. Et aujourd'hui, elle l'est aussi. Et elle est peut-être décuplée, elle est plus canalisée, elle est mieux maîtrisée, elle est plus dans la gratitude grâce à cette épreuve. Ça, c'est évident. C'est clair que moi, cette épreuve me bonifie. Vraiment. C'est-à-dire que oui, je pense avoir été devenir plus empathique. Enfin, ça a été aussi une révélation très rapide. C'est-à-dire que mon mari on était quand même sous un choc énorme. Et très, très vite, hein, je me souviens, je lui dis, il n'est pas question que Maxime soit un malheur pour nous. C'est pas possible. Donc, il sera forcément une opportunité. Donc, si c'est une opportunité d'être plus grande, d'être plus. Je dis, tu te rends compte si on arrive à être plus humble, plus empathique, plus compatissant. Je dis, mais on va être les kings of the world, quoi. Tu vois c'est quoi l'objectif de la vie si c'est pas de devenir ça, en fait? Mais bien sûr. Donc, en fait, il nous a donné un coup de pied aux fesses, notre fils, en disant, bon, alors les gars, là, c'est bien beau de gagner des courses de marathon, mais c'est pas ça la vie, hein. Il va falloir être peut-être un peu plus. Et moi, j'ai vraiment eu ces messages-là. J'ai même eu des moments de béatitude. Ça, j'en parle pas mais il y a un jour où mon fils il était tout petit, et je venais de le mettre en orthophonie. Et il y avait un stage à Pâques, tous les jours, une séance. On peut dire que c'est pas. Donc, je l'ai amené. Et sur le chemin du retour, un jour, j'étais remplie de joie à l'idée qu'il puisse faire ce stage. Et j'étais tellement remplie de joie que je me dis, oh là là, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et donc, je m'amuse moi-même. Je me dis, non mais Carole, c'est pas possible. C'est pas possible.
Et je me dis, c'est pas possible, mais il y a forcément eu des moments plus heureux. Et je le compare au jour de ma rencontre avec mon mari ou au jour de mon mariage, pour te dire qu'il étaient des moments extrêmement joyeux pour moi. Et je me dis, c'est incroyable de. Et j'étais en train de conduire, je me dis, mais je suis touchée par la grâce de Dieu. Et là, pam, je me prends un trottoir et j'ai fait péter le pneu. Et j'étais tellement hilar, je me dis, mais voilà, la grâce de Dieu, elle m'a bien touchée, effectivement. C'est énorme, j'ai eu un gros moment de béatitude. C'était très, très rare, ça. Enfin, je veux dire, des moments comme ça, c'est très rare, où on se dit, est-ce que j'ai connu mieux comme situation que ça? Et j'étais en train de réfléchir à quel moment de ma vie était plus heureux, la naissance de ma fille. Voilà, comparer un stage d'orthophonie à ça, j'ai dit quand même, c'est quand même énorme. Non. Voilà, quand on a un grand malheur, ouais. même si j'estime que ce n'est pas un grand malheur, je pense qu'il y a pire que d'avoir ça. Mais on a tous, voilà, quand on a un grand choc, on ne peut pas comparer les chocs. On a tous une manière de réagir aux événements qui est différente. Donc, quand on a un gros choc, on a aussi des grosses joies. Tu sais, c'est l'équilibre. Moi, je crois beaucoup en l'équilibre. Si tu as une grosse merde, tu vas avoir un beau cadeau derrière. Et j'y crois beaucoup. Je crois que c'est un cadeau, je le dis aussi dans la conférence, c'est un cadeau, tu dis pas difficile à déballer. Voilà quand je dis. C'est difficile à déballer parce que le quotidien, il n'est pas simple en fait. On a beau trouver des ressources et les vivre de manière sincère, avec authenticité au fond, être vraiment conscient que ce qu'on vit est une épreuve qui nous enrichit. C'est aussi une épreuve qui ne nous rend pas la vie facile. Voilà. Clairement, mon quotidien n'est pas celui d'un parent lambda, c'est évident. Mais c'est parce que c'est pas comme un parent lambda que mes joies aussi sont pas celles d'un parent lambda. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc, le cadeau. Moi, ce qui m'a permis de m'en sortir, entre autres, c'est ma joie de vivre, mais aussi de mettre du sens dans ce qu'il arrive, en fait. C'est venu pour moi, j'en suis vraiment consciente. C'est venu m'aider à devenir une meilleure personne. Et du coup, ça aussi, un jour, j'en ai pleuré de gratitude lors d'un séminaire où j'ai pris conscience, en fait, que mon fils, finalement, servait mes valeurs hautes, puisque j'adore le dépassement. Et oui, grâce à lui, je me dépasse. Depuis qu'il est né, j'ai fait plein de stimulations. J'étais par terre en permanence en train de lui faire parce que ça a été très couscous parti. Hein. C'est des enfants qui marchent très tard, qui font tout à l'envers. Hein. C'est vraiment tout. Enfin, tout, même pousser, même dire bonjour. Enfin, tout est compliqué. On ne se rend pas compte à quel point, quand c'est un enfant normal, tout est fluide. Mais là, tout est compliqué. Marcher, il a envoyé ses jambes n'importe comment. Enfin, bon, voilà. Voilà, il a fait, il s'est tenu, il a rampé à 1 an et quelques, 1 an. C'est-à-dire premier coup de genou par terre. Donc voilà, et ça, c'est juste une joie énorme. Mais pour ça, c'est beaucoup de travail de stimulation derrière, pour des choses qui sont chez un enfant normal, qu'on voit peut-être même pas. Donc tout prend énormément d'énergie, de temps. C'est coûteux, énormément coûteux en énergie. Pas qu'en énergie d'ailleurs, parce qu'on s'entoure de professionnels très, très chers. Et donc voilà, après, forcément, tout ça, ça vous fait se dépasser, quoi. Et moi qui adore le dépassement, je suis même allée jusqu'en Hongrie, comme je dis dans la conférence. Moi, je crois beaucoup aux signes de la vie, je suis assez attentive à ça. Et c'est vrai que mon fils était inscrit dans un CAMS, c'est un centre en fait pour enfants de 0 à 6 ans qui intègre des différentes catégories de professionnels comme des éducateurs, des psychomotes, des psys, des kinés. Bon, et il était pris en charge comme ça, très peu de prise en charge. Et il n'avait pas d'orthophonie, donc du coup, il nous faisait de la guidance parentale en groupe. Bon. Et donc, je vois une nana, je me dis, tiens, cette tête, j'aime bien cette tête, il faut que je travaille avec elle et tout, en groupe. Donc, je me mets avec elle et elle me dit, oui, je suis hongroise et en Hongrie, il y a une méthode qui s'appelle la méthode Deveni, qui est absolument géniale, de kinésithérapie manuelle, qui est top. C'est trop dommage qu'ici en France, ça y soit pas, blablabla.
Bon, je me renseigne le soir, effectivement, complètement bouché le truc, rien que en Hongrie, enfin bon, impossible. En plus, elle me disait que c'était par des praticiennes de quartier là-bas, donc autant te dire que c'est compliqué pour avoir des soins. En plus, le hongrois, on croit que c'est facile, mais ça l'est pas. Hein, donc, du coup, ok. Et dans ce centre même, quelques mois plus tard, je croisais une maman, parce qu'on se croise en rendez-vous, tu vois, dans les salles d'attente. Et je vois son fils arriver, donc je l'ai croisé de temps en temps, et il marchait difficilement, le pauvre. Lui, il était très atteint physiquement. Et je lui dis, oh, mais il a fait des progrès depuis la dernière fois. Et elle me parle dans l'oreille, elle me dit, c'est la méthode Devini. Alors là, tu vois, je mets des yeux comme ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette méthode encore? Et je lui dis, ah bon, c'est Devini? Et elle me dit, mais comment ça, vous connaissez cette méthode? Alors je lui dis, bah, je ne connais pas vraiment. Mais bon. Et elle me dit, venez dehors. Ok. Et elle me dit, voilà, je ne veux pas que le centre entende parce qu'ils n'aiment pas trop que je parle de cette méthode, parce que c'est une méthode un peu musclée de kinésithérapie, mais moi, mon fils, il fait vachement de progrès avec. Et j'aimerais créer une association, mais voilà, je ne parle pas très bien français parce qu'elle était argentine. Je ne parle pas très bien français, j'aimerais des gens qui m'aident à monter cette association, mais pas que m'aider à faire d'autres trucs, mais rédiger les statuts, signer des trucs et tout ça. Et elle me dit, est-ce que vous voudriez m'aider? Moi, je ne la connaissais pas. Hein. Et là, c'est une méthode que personne ne connaît. Et là, tout d'un coup, je ne connais personne dans ce centre et les 2 personnes que je croise me parlent de cette méthode inconnue. Et je me dis, c'est un signe. Donc, je lui dis, écoute, j'ai une question. Est-ce que tu es honnête? C'est tout ce que je lui ai demandé. Elle m'a dit oui. Et j'ai fondé l'association avec elle. Et du coup, je lui dis, mais tu penses que ça peut aussi aider mon fils, ce truc? Parce que lui, il a des problèmes moteurs, mais beaucoup moins. C'est plutôt cognitif. Il m'a dit, oui, écoute, il faut écrire à la thérapeute et elle dira. Et donc, on envoie un compte-rendu médical de mon fils et elle dit, oui, je pense que je peux l'aider. Et me voilà partie en Hongrie. Mon mari me dit, mais c'est quoi ce truc? Je lui dis, t'inquiète, c'est de la kiné. Elle me dit, mais il n'y a pas plus près que la Hongrie, que Budapest. Et là, moi, j'ai une phrase géniale. Quand je dis ça à mon mari, il me dit, ok, je lui dis, je le sens. Alors, quand je dis ça à mon mari, il me laisse faire parce que, voilà, je sens les choses, c'est plutôt pas. Donc, mon joker, je le sens. Et puis, me voilà partie en Hongrie vers l'inconnu. Et ça a énormément aidé mon fils dans son développement, mais énormément. Donc, quasiment tous les un mois et demi, j'ai parté une semaine en Hongrie pendant 2 ans. Et là, tu continues pas? Non, là, on a arrêté. En plus, il y a le Covid. Grâce à l'association qu'on a montée, petit à petit, elle s'est développée, on a pu faire venir cette thérapeute en France, soigner plus que 7 enfants, mais 7 enfants de manière régulière, 1 heure par jour pendant 5 jours, où elle était là, ou 6 jours même. Et de temps en temps, il y avait des enfants nouveaux qui testaient, qui venaient faire quelques soins, éventuellement pour partir en Hongrie, mais très peu de gens vont en Hongrie en final. Hein. Il y en a très, très peu qui y vont. Ils préfèrent bien évidemment que ça soit en France, hein, ça c'est sûr. On n'était que 2 à partir en Hongrie. Parce que la thérapeute, elle pouvait être là qu'une semaine par mois, ce qui était top pendant 5 jours, c'était génial. Depuis, ça fait 2 ans maintenant qu'elle fait ça, mais là, avec le Covid, ça s'est interrompu. Et comment mon fils, ton association, elle s'appelle comment? L'association s'appelle S'envoler avec Andrés. Voilà, S'envoler avec Andrés. Donc, c'est Andrés, c'est le nom du petit garçon de Viviana qui a fondé cette association à la base avec moi. Et puis maintenant, j'étais vice-présidente pendant longtemps et maintenant, depuis 1 an, je ne suis plus dans l'association. Mais je la soutiens toujours et c'est un très, très gros projet, mais qui est très lourd parce que l'idée, c'était aussi de faire connaître la méthode en France, cette méthode de kinésithérapie qui vraiment, moi, j'invite les parents à se renseigner sur cette méthode qui est incroyable, de stimulation. Moi, mon fils, ça l'a aussi aidé cognitivement. C'est impressionnant. Alors, je lui disais, oui, il a une hypotonie axiale plutôt au dos. Elle me dit, non, c'est toute la tête qui est hypotonique. Il ne parlait pas. Donc, il avait… c'était en mai quand j'étais la première fois.
et il allait avoir 3 ans en juillet. Et donc, voilà, une semaine de traitement, ok. Je suis revenue en juin, une semaine, il a commencé à faire ses mots. Wow. Et Maxime a une capacité verbale énorme. Je veux dire, il parle beaucoup mieux qu'il ne pense, quelque part. Et de son point le plus faible, parce que c'était là où il avait le plus de retard, c'était le langage, c'est devenu son atout. C'est incroyable. Et je suis persuadée que ce sont ses mains. Parce qu'en fait, elle lui travaillait la bouche, la langue, les joues à l'intérieur, les dents. Il a eu les dents super alignées. Enfin, elle travaille le nez. Là, les yeux, pareil. L'orthoptiste me disait, tu fais des progrès de dingue. On dit, oui, c'est l'autre. Elle limace là. Elle me le disait. Elle me disait, tu verras, il verra mieux. Pas au niveau de la cornée, mais au niveau des muscles, en fait. Parce que parler, c'est aussi de la musculature. Tu vois, c'est pas que du cognitif. C'est aussi du muscle. Donc, en fait, elle travaille tellement les… Donc, pour lui, c'était un peu difficile, mais je peux te dire que maintenant, il parle hyper bien, il articule super bien, alors que, voilà, c'est devenu son point fort. On me dit, Maxime, il s'exprime super bien. Je pense que je suis assez convaincue que c'est ces soins-là. Donc, voilà. Bon, et ça, c'est vraiment être ouvert à la vie aussi, tu vois. Oui. Parce que j'ai déjà eu des mamans au téléphone, hein, quand j'étais vice-présidente, qui m'appelaient pour avoir des renseignements. Et elles me disaient, oh là là, mais si c'était sûr encore que ça marche. Oui. Mais en fait, on est sûr de rien. Mais je comprends aussi ça. C'est des frais, c'est des déplacements. Mais en fait, tout est comme ça. Je veux dire, si on ne teste pas, on ne sait pas. Ouais. Voilà. Donc c'est sûr, c'est plus confortable qu'elle vienne en France. Mais donc, voilà. Et tout ça, c'est croire aussi aux signes. Écoutez, donc, voilà le parcours de fou. Et aujourd'hui, Maxime a 7 ans et ça reste encore un parcours de dingue. Tu vois, pour te dire ma journée, aujourd'hui, il a eu école le matin, il a eu orthopsie. Après, il a eu… ah non, il a eu piano d'abord parce qu'il y a une méthode, ça s'appelle la méthode APT. C'est une méthode de cours de piano pour les enfants autistes ou les enfants voilà, un peu handicapés cognitifs aussi, qui a été développée. Et il a une prof donc, qui lui donne des cours de piano, 25 minutes, et il adore. Donc, il a eu cours de piano, il a eu orthopsie, et après, il fait de l'équithérapie aussi. Et ça, c'est top. Ça, c'est génial aussi, de l'équithérapie pour ces enfants. Hein, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de soins et que c'est plus ludique aussi pour eux. C'est plus… Voilà. Donc, voilà les journées super. Voilà, demain, il a orthophonie. Il y a toujours quelque chose, en fait. Hein. Il y a éducateur, il y a psychomote. Donc, c'est une vie qui est rythmée par des soins. C'est lourd. C'est lourd. On a très peu de temps. Donc moi, je sais que les coachings, je les fais quand j'ai du temps. Le neurofeedback aussi. C'est quand on peut. Alors, petit à petit, on s'organise, mais c'est vrai que c'est compliqué. On dit que l'école est inclusive, que si, que mi. Bon. Ça reste un parcours du combattant. Tous les parents le disent, mais je suis tout à fait d'accord. C'est un parcours de dingue. Un parcours de fou. Voilà. Merci, Carole. Merci. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. Cette belle conférence. Quand tu parles de la conférence, je tiens à préciser que tu parles donc de la conférence de Genève à la Journée de l'Audace. Oui, de la conférence dont tu parlais, ouais, tout à fait. Voilà, que tu as vécu. On a vécu ensemble en octobre 2020. C'était génial à Genève. Et donc là, c'est une nouvelle conférence parce qu'on est en Vibra conférence. C'est pas exactement pareil. Tout à fait, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc toi, tu es spécialiste d'être une maman d'un enfant handicapé, clairement, parce que tu vis ça depuis 7 ans. Et donc, c'est aussi être spécialiste de se relever d'une épreuve. Donc, ça peut être des épreuves différentes. Là, on parle de vraiment une annonce d'un enfant handicapé. Et je vous invite, les participants, si vous avez envie de poser des questions dans le chat par rapport à une épreuve en général ou si ça vous parle de se relever d'une épreuve. Et puis, Carole, tu vas nous présenter les 3 ateliers qu'on va pouvoir vivre ensemble. Moi, je me réjouis beaucoup parce qu'on a imaginé des titres vraiment forts. Tu as trouvé des titres et ça va être tout un chemin. Et je vais vous mettre le lien pour vous procurer les 3 ateliers avec Carole et moi. Donc, ça y est, je vous ai mis le lien dans le chat. Et je vais vous mettre aussi donc le premier atelier ici, le choc de l'annonce. Est-ce que, Carole, tu veux nous expliquer de quoi on va parler dans cet atelier? Qu'est-ce qu'on va vivre?
À quoi ça Bah oui, sert? parce que c'est vrai que quand on a un choc, d'une annonce difficile, parce que ça peut être moi, ça a été l'annonce d'un enfant qui n'a pas un développement, comme tout le monde, mais ça peut être tellement d'autres choses, hein. Il y a des gens qui ont des annonces difficiles. Ça peut être, un licenciement, parfois c'est un énorme choc, ça peut être la mort, ça peut être, un handicap, ça peut être une perte quelconque, ça peut être plein de choses. Mmh. Ben, il y a tout un processus de deuil à faire, hein, ça c'est sûr. On est soumis à des émotions différentes. On est soumis à un panel de choses où on oscille, où on navigue et où finalement on doit les traverser. Certaines durent plus de temps que d'autres. Et ça, c'est un processus normal, assez humain. Il faut apprendre à les gérer en fait, au mieux, à les accepter, à les digérer. On peut avoir du déni, hein, aussi par rapport à ces émotions-là, mais plus on les accueillera et en sachant que c'est une réalité aussi, que c'est normal. Mais l'idée, c'est pas non plus de rester dans ça non plus longtemps. Voilà. On peut pas rester dans la colère. Il y a des gens qui sont dans la colère, que ça leur soit arrivé il y a 10 ans. Ça, Mmh. c'est dommage. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est dommage parce qu'on peut rebondir de ça. On peut, voilà. Mais c'est un processus. C'est tout un process d'équilibrage, en fait, des perceptions qu'on a et des sentiments, des émotions qu'on a. Donc, c'est vraiment un atelier autour de comment rééquilibrer ces perceptions, se diriger vers ce qu'on appelle avoir le choix, en fait, parce qu'on a le choix de l'attitude qu'on a envie d'avoir, hein. C'est Mmh. une prise de décision aussi. Il y a, c'est vrai qu'on peut toujours brandir, de dire: «Ah mais oui, mais voilà, tu n'as pas vécu ça et donc tu ne peux pas soit m'aider, soit tu ne peux pas comprendre ce qui est vrai». Mais sauf que je pense que quand on continue à croire que qui que ce soit ou quoi que ce soit peut déterminer, comment on se sent, on Ouais, est ouais, dans ouais. la dépression. Ça, Et c'est donc passionnant. après, c'est un choix. On a envie d'être une victime, c'est OK, hein. Mmh. C'est OK aussi. Mais alors, c'est un choix. Voilà. Bien sûr. Et moi, je pense fondamentalement que les choses sont de l'ordre du choix. On n'a peut-être pas le choix d'avoir un enfant comme ça ou d'être licencié ou de perdre, carrément, un être cher on n'a pas ce choix-là. En revanche, on a le choix de voir comment on interagit avec ça. Mmh. Ouais, c'est aussi reprendre son pouvoir parce que Tout à si fait, nos c'est la responsabilité. Ouais. si nos émotions varient en fonction des autres, Mmh. t'imagines les montagnes russes, quoi. C'est vraiment genre, quelqu'un fait ça, tu es en bas, il dit ça, tu tombes plus bas et bien sûr, on est touché par les autres, mais l'important, c'est aussi de se dire: «Ben, le bonheur est intérieur, c'est un choix». Je trouve que ça Ouais, parle un ouais, peu de tout ça. à fait, c'est un choix. Après, c'est vrai que c'est compliqué et c'est pour ça que je te dis toute cette phase-là de deuil, elle est nécessaire parce que quand tu perds un être cher, c'est comme je te disais tout à l'heure en off, si tu as un pumpoy qui t'explique qu'il faut être heureux, tu as juste envie de le gifler parce que tu es dans une période où tu peux pas absorber ça. Bien sûr. Voilà, il y a des moments où on n'est pas capable d'absorber ça. Et puis, on n'a Mmh. pas tous la même histoire, on n'a pas tous le même. Donc, c'est pour ça que parfois, on a besoin d'être coaché, on a besoin de lire des livres, on a besoin de s'imprégner de quelque chose pour dépasser ça. On a chacun nos techniques ou nos petits trucs pour y arriver un peu mieux. Mais c'est vrai que quand on peut se renseigner auprès de gens qui l'ont déjà vécu, il y a toujours des choses à glaner, en fait. Voilà. Mmh. Mais le premier truc, c'est vouloir s'en sortir, D'accord. vouloir sortir de ça. Moi, je sais que ça a été, très naturellement, en fait, parce que pour moi, je ne voulais pas que mon fils soit synonyme de malheur. Voilà. OK. Ce que je dis, voilà, je dis à mon mari, il ne peut pas être un malheur pour nous, sinon c'est double peine. C'est-à-dire Mmh. qu'on a une épreuve et en plus, à cause de cette épreuve, on aurait une vie pourrie. Ouais. Mais c'est pas possible! Et tout Ouais. ça pour dire après c'est de ta faute, indirectement. C'est-à-dire que dans ma tête se figerait l'idée que depuis la naissance de mon fils, c'est la mort de ma vie. Bien Ça, sûr. c'est pas possible de lui donner cette responsabilité-là aussi. Donc, pour moi, c'était clair et net que c'était inenvisageable, qu'on puisse le considérer comme un malheur. Il mérite Mmh. pas ça, c'est pas possible. Donc moi, ça a été ma clé, si tu veux, aussi. Bien sûr. Mais il y a plein d'autres clés à trouver en fonction des problèmes, en fait.
tu sais, tout dépend de la perception qu'on a des choses. Et c'est pour ça que les mots sont importants et c'est pour ça que la manière d'interagir avec chacun des événements, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vivront des choses différentes. Et à chaque fois, il faut se poser, voilà, quel va être le truc qui va déclencher autre chose. Moi, c'était rendre responsable mon fils de ma vie pourrie. C'est dégueulasse. Je ne peux pas lui faire ça, le pauvre. C'est clair. Donc, du coup, il n'était pas question que ça soit un malheur. Donc, si ce n'est pas un malheur, c'est forcément une opportunité. C'est quelle opportunité? C'est celle de s'améliorer. Mais au fond, je le pense vraiment. Ce n'est même pas une stratégie. C'est vraiment quelque chose qui est profond, quoi. C'est après avoir vécu tout. Moi, je me souviens, on habitait Madrid, je regardais les fenêtres et je me disais, je sais pourquoi il y en a qui sautent. Je comprends. Parce que, non pas que je voulais sauter, mais je comprenais. C'est-à-dire que j'arrivais, pour une fois dans ma vie, à comprendre. Je ne dis pas que je ressentais ce que les gens qui se suicident, mais je comprenais. En fait, ouvrir une fenêtre et sauter, c'est s'échapper, s'extraire de tout ça, quoi. Que c'est lourd. Voilà. Et donc, on a tous des phases où on est, voilà, on est dans le choc de l'annonce et il faut passer des étapes. Voilà. Donc, tu veux dire que pour ce choc-là et tout autre choc, on invite les personnes à venir à ces ateliers. Si vous avez vécu un gros choc dans votre vie, si là, en ce moment, ça vient d'arriver, ou même si ça fait 10 ans, mais que vous ne l'encaissez pas, ça reste et est bloqué. On vous invite à nous rejoindre. Ouais. Ne serait-ce que d'en parler tous ensemble déjà et d'échanger là-dessus. Parce qu'on a tous nos ressorts intérieurs et il y en a d'autres qui parlent plus. Il y a des ressorts, de toute façon, c'est évident. À moins qu'il y ait le choix d'avoir une vie pourrie. Après, c'est un concept. Mais voilà. Ouais. Donc, l'atelier 2, transformer le plomb en or. Alors, est-ce qu'on va fondre de la ferraille? Qu'est-ce qu'on va faire, Carole, en direct et en live? Ben moi, je me suis aperçue que mon fils m'avait rendu alchimiste, en fait, hein, effectivement, que grâce à lui, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, ça m'a permis vraiment de me révéler en meilleur, donc de quelque chose qui est quand même pas terrible, c'est-à-dire avoir cette annonce-là, se dire quelle va être ma vie. Et moi, j'ai cru que j'en prenais pour perpète. D'ailleurs, je pense que j'en ai pris pour perpète quelque part. Mais comment tu transformes ça? Tu te dis j'en ai pris pour perpète, et puis c'est foutu ou tu le transformes? Et en fait, il y a des clés pour transformer ça. Et une des clés, c'est de mettre du sens, en fait. Et là aussi, on touche à la responsabilité. C'est donner une réorientation par rapport au sens que l'on donne à sa vie, tu vois. Quelles sont les opportunités de cet événement, finalement. Comme je disais, moi, ça m'a vraiment permis de me dire que ça m'a rendu meilleure. Et je suis assez convaincue, finalement, qu'il y a plein de choses aujourd'hui que j'arrive à comprendre chez les autres, que probablement je ne comprenais pas avant de la même manière. Ça m'a rendue, oui, beaucoup plus empathique, ça c'est évident. Donc, c'est vraiment aussi prendre la responsabilité de sa vie, si désespérée qu'elle soit à un moment donné, pour transcender un peu la situation et en faire quelque chose qui a un sens nouveau, quoi, tu vois. Et donc, du coup, cette activité de coaching, l'attrait pour les neurosciences, tout ça est très interconnecté avec le besoin aussi de mon fils. Tout ça, ça a été très… Tu sais, après, souvent on dit se retourner et connecter les points. Je sais que c'est l'atelier d'après, mais c'est exactement ça. Parfois, dans la vie, on fait des choses comme moi, le marathon, et finalement, je sais pourquoi je l'ai fait, tu vois, mais tu le sais qu'après. Et voilà, et mon fils, il m'a amené à me diriger vers qu'est-ce que je peux faire pour les autres, en fait, tu vois, qu'est-ce que je peux… voilà, donc le sens, transcender, voilà ce qu'on pourra voir dans comment on organise ça, comment on se reprogramme pour faire ça. Ouais. Ok, donc ça va être transformé, par exemple, quelqu'un qui vit une épreuve et qui la voit vraiment d'un œil négatif. Dans cet atelier avec nous, il va pouvoir vivre un moment où peut-être mettre de nouvelles lunettes, repartir avec une autre vision des choses. Ouais, j'espère. Oui, je pense que c'est possible. Tu sais, c'est aussi, on en reviendra toujours à ça, au choix. Bien sûr. Et à la volonté. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné,
pour que ces ateliers fonctionnent, il faut prendre la décision. Waouh, c'est fort. Et c'est des fois une rencontre aussi, hein. Tu sais, moi, des fois, tu fais une rencontre. Des fois, c'est une rencontre qui change ta vie. Tu fais un choix, tu écoutes quelqu'un, même en vidéo, tu écoutes quelqu'un et tu te dis, mais évidemment, je vais tourner les choses de cette façon plutôt que de me morfondre. C'est une graine aussi, tu sais, c'est aussi quelque chose qui va germer, c'est-à-dire voilà, moi j'aime bien cette idée de lancer une graine et puis après, quand tu mets une graine dans un pot, ça germe pas tout de suite, ça fait pas tout de suite une fleur, ça prend le temps et puis la personne va peut-être aller lire quelque chose, va peut-être aller voir un coach, va peut-être revoir la conférence, va peut-être regarder une émission, voilà, ça va être, disons que c'est une graine qui va permettre peut-être de faire grossir l'arbre et du coup trouver soi-même aussi ses propres clés. C'est pas du clé en main en fait, mais c'est vraiment des graines et je trouve que du coup donner du sens, c'est pas on va acheter un sens et puis du coup on est guéri, c'est vraiment trouver son sens à soi, ce qui te parle, tu vois. C'est ça la clé, c'est de trouver aussi ce qui te parle dans ce sens-là. Mais ça peut aussi se décortiquer à travers la manière dont tu l'exprimes, à travers plein de choses enfin qu'on peut voir après dans les échanges, dans les questions qui peuvent se faire, tu vois. C'est presque du cas par cas aussi. Alors, on peut s'inspirer de choses et puis travailler sur soi. Et après, ça peut être aussi du cas par cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas… Lors de la… Tu veux dire? Ouais, lors de la Vibra, ouais. Ouais, ça c'est super. Donc, les personnes qui vont participer aux ateliers, elles pourront poser leurs questions directement. On pourra aussi faire du cas par cas. Bah, oui, je pense que ça peut être intéressant comme ça aussi, ouais, bien sûr. Parce que c'est pas, tu vois, c'est pas une recette de cuisine non plus. Je veux dire, on n'est pas là-dedans, même s'il y a des grands concepts, hein, mais il y a tout le monde n'est pas toujours, c'est pas toujours facile pour tout le monde parce que ça dépend aussi des stades de capter, tu sais. C'est comme tu vois un film merveilleux, tu le revois la seconde fois, tu as des choses que tu captes que tu n'avais pas vues la première. Tout à fait. Mais c'est pareil, ça. C'est pareil, je trouve, dans le développement personnel, on gagne des millimètres au bout d'un moment. Des choses qu'on n'avait pas vues la première fois pour la même chose qu'on lit ou pour la même chose qu'on voit. Bah, c'est pareil. Je crois que plus on va s'intéresser, plus on va vraiment écouter et comprendre les mots, plus on va… Mais à la base, c'est une vraie décision. Bien sûr. Aussi. Ça part du choix. Ça part de se dévictimiser. C'est ça. Et c'est pour ça que le 3e atelier s'appelle Vers la gratitude, parce que c'est un chemin où imagine que tu n'étais pas dans la gratitude. Non, c'est sûr. Mais tout est un chemin. C'est le chemin, en fait. C'est-à-dire on arrive à ça. Pour moi, la gratitude, c'est le Saint Graal, en fait. Quand tu arrives à dire merci à ton événement merdique, moi, je dis, tu as atteint des sommets. Waouh. C'est ça l'évolution. Oui, c'est là où tu connectes les points, parce qu'en fait, tout est connecté. Mais c'est vrai qu'il y a des épreuves dans la vie qui sont terribles. Ça, je crois qu'il y a des gens qui traversent des choses absolument incroyables et bien pire que d'avoir un enfant avec des handicaps, franchement. Mais encore une fois, tu vois, tout ça, on rentre dans la comparaison. On a tous d'événements et parfois on peut dire, mais l'événement qu'il a vécu, c'est pas si grave. Mais pour lui, avec son vécu, avec sa sensibilité, pour lui, c'est un drame. Et donc, du coup, c'est aussi catastrophique pour lui que pour toi, ton événement catastrophique, tu vois. Chacun a son événement, mais par contre, on peut connecter les points avec ce qu'on est, avec ses valeurs, et on arrive de toute façon à en voir, de par le travail de rééquilibrage qu'on a fait auparavant, on arrive à voir que ce qui nous arrive est pour nous aussi. Pile pour nous faire évoluer sur les points où on a besoin d'avancer. Probablement, ouais. Entre autres. Ouais. Génial. Il est là pour nous servir. Moi, je suis convaincue que la vie nous aime. Donc, à partir de là, elle n'est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, ou si elle nous les met, c'est peut-être qu'il faut se poser d'autres questions. C'est le cadeau, le fameux cadeau foireux. Ouais. Ou plutôt le foireux déguisé qu'on ouvre et que c'est un cadeau.
C'est le caca. On croit que c'est un caca, mais en fait, c'est un cadeau. C'est trop bien. En tout cas, moi, je me réjouis énormément de ces ateliers. Je sens que ça va être hyper intense, hyper riche. On a plein de gens qui nous rejoignent en cours de route. Vous pourrez revoir la conférence en entier dès le début. Mais là, c'est vrai qu'on a pas mal avancé. Je te remercie énormément, Carole, pour tout ce que tu nous apportes, pour tout ce que tu donnes, pour cette sincérité, cette authenticité que j'adore. Vraiment, de partager ton vécu parce que ça va servir à d'autres. Donc, c'est vraiment fort de faire ça. C'est pour aider plein de gens. Ouais, l'idée, c'est de partager ça et en fait, d'avoir de l'espoir. Hein. C'est vraiment, on dit l'espoir fait vivre, mais c'est vrai que je crois qu'il y a une chose dans laquelle je crois beaucoup, moi, c'est l'impermanence. Et je me le dis beaucoup. Je me le dis très souvent. On est dans l'impermanence. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera différent d'ici peu. Donc, tout bouge. Oui, des bonnes comme des mauvaises choses, mais c'est équilibré, quoi. C'est équilibré. On a de grandes satisfactions quand on est désespéré aussi. Il y a des choses qui peuvent nous donner beaucoup de joie. Il faut se reconnecter à ça. On a chacun les siennes, mais il faut s'y reconnecter, en fait. Moi, c'était les progrès de mon fils, tu vois, voilà. Mais à d'autres, ça va être autre chose, forcément, puisqu'on ne vit pas tous la même chose, mais il faut justement sortir et se reconnecter à ça. Et il faut le vouloir, hein. C'est une vraie décision. Parfois, on n'est pas capable encore de prendre cette décision, et puis à force d'être peut-être entouré de gens qui… Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, j'ai posté sur mon Facebook la conférence dont on parle avant, là, que j'ai faite en octobre. Et c'est une conférence, comme je disais, j'ai innové, j'ai fait la conférence à trous, c'est-à-dire que j'ai eu des trous pendant ma conférence qui m'a mis dans un état interne quand même assez chaotique. Ça ne s'est pas forcément vu en externe, mais en interne, je peux vous dire que c'était tous les voyants étaient allumés. Et donc, du coup, je me disais, mais je ne vais quand même pas poster ça sur Facebook. Et je me suis dit exactement la même chose qui m'a fait monter sur scène pour parler de mon histoire. C'était de me dire, si ça peut servir une personne, je le fais. Ça vaut le coup. Et donc, j'ai posté ça en me disant, si ça peut servir une personne, eh bien, OK. Donc, c'est OK. Donc, je l'ai posté et comme je t'ai raconté en off, il y a une ancienne collègue qui m'a écrit en me disant, oh, ma sœur a un enfant qui a à peu près le même problème que le tien, mais elle ne voit pas du tout encore le positif. Est-ce que je peux lui partager ta vidéo ? Et bien sûr, évidemment, hein, évidemment qu'elle partage à partir du moment où moi je la diffuse après. Et là, je me suis dit, ben voilà, si ça peut servir à cette personne de juste semer juste une graine et puis à elle de voir si elle veut la faire fleurir ou pas, si elle veut aller plus en avant et se renseigner ou écouter, comprendre, ou voilà. Donc, du coup, ça vaut toujours le coup, en fait. D'oser. D'oser partager. D'oser partager ça. C'est aussi une grande marque de confiance en nous que tu nous amènes dans ces ateliers parce que tu as osé parler de ton histoire, parler de toi, parler en public devant plein de gens. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas que l'histoire de l'épreuve et comment on s'en relève. C'est énorme. Tout ce que ça révèle chez toi, quelque part, ça t'a fait grandir encore plus vite, évoluer plus vite que si tu n'avais pas vécu tout ça. Ah oui, c'est sûr, oui. Puis comme je te disais, c'est à l'image de ma vie. Ça a été un petit peu le chaos. Et finalement, voilà, ça s'est sorti par pirouette, cacahuète, et puis c'est comme ça, tu vois. Je veux dire, c'est pas parfait, voilà. Et je pense que je suis pas dans un monde parfait dans ma vie. C'est pas parfait, mais c'est aussi OK. Et c'est et peu importe, tu vois, puisque c'est l'authenticité qui compte en fait. C'est ce que tu as envie de donner qui compte. C'est pas est-ce que les gens reçoivent, tu vois. C'est pas tant que ça soit parfait à tes yeux. C'est juste qu'est-ce qui a été transmis, qu'est-ce qui a été pris par les autres, qu'est-ce qui peut être transformable. Mais c'est sûr que oui, je ne serais jamais peut-être montée sur scène si je n'avais pas eu mon expérience. Et même si ça a été assez compliqué finalement, enfin bon, c'était quand même sympa comme conférence. Sur le coup, j'étais pas super à l'aise. Mais bon, je veux bien recommencer.
s'entraîne, on s'entraîne. Voilà, parce que Voilà. il faut, voilà, c'est Je vous l'intention. mets, ouais. Dans le chat, je vous mets le Facebook de Carole pour que vous puissiez la rejoindre sur son Facebook. Et on va regarder un petit peu les questions qu'on a eues depuis le départ. Alors donc, il y a Mumu qui nous dit « Le titre m'interpelle. J'ai perdu mon chéri il y a 2 mois. J'ai 44 ans et je ne vois pas comment me relever de cette épreuve. C'est si cruel. » Ouais. Oui, c'est cruel, oui. C'est vrai. Quand on perd un être cher, c'est vrai que c'est… Puis 2 mois, c'est très, très, très récent. Donc ça, c'est en pleine phase de choc, en fait. Mais si, il y a des clés pour dépasser ça. Après, ça serait intéressant de voir dans quelle étape elle est de deuil. Ouais. Mais parce que si, bien sûr, moi, alors, je ne sais pas dans quel état elle est de deuil, parce que c'est très délicat quand on est vraiment, vraiment pas bien. C'est compliqué de capter des messages positifs. On a besoin de passer par des périodes comme ça où on a besoin de manger son deuil, en fait, hein, de le digérer. Mais parfois, il y a aussi des choses un peu plus rapides où on peut poser des questions du type… je voudrais pas que ça brusque, mais moi, je me dis parfois, et je vais prendre mon exemple, je me dis parfois, si je perds un être cher, quelle attitude opter? Bien sûr, on est dans la douleur de la perte, Ouais. mais de se dire que cette personne-là, forcément, son mari l'aimait beaucoup, j'imagine, et j'imagine que de là-haut, je ne suis pas sûre qu'il ait envie de la voir aussi malheureuse que ça. Et moi, je pense que ce qu'on peut se dire comme ressort, aujourd'hui, elle a peut-être besoin d'être dans son deuil, mais quand elle acceptera d'en sortir, d'honorer la mort aussi de la personne qu'on aime en ayant une vie de dingue. C'est-à-dire que moi, je pense que la meilleure des manières d'honorer la mort de quelqu'un qu'on aime, c'est de vivre pleinement sa vie. Parce que sinon, encore une fois, c'est double peine. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on a perdu un être cher et en plus, on a une vie pourrie. Et je ne suis pas sûre que l'être aimé, qui est au ciel, soit super heureux à l'idée de la savoir meurtrie pour la fin de ses jours. Il y a un peu de ça, tu vois, je me dis, il y a une période de deuil qu'on traverse tous, plus ou moins d'ailleurs, ça dépend des gens, mais il y a forcément un moment où on a besoin de pleurer, et c'est sain de pleurer, et c'est sain d'être malheureux, et c'est OK. Enfin, je veux dire, c'est des émotions qui sont tout à fait humaines et nécessaires, tu vois. C'est-à-dire, ce serait du déni aussi que de… Donc c'est normal, je suis tentée de dire, d'être dans la souffrance, dans le manque, mais peut-être pas de rester dans une situation de manque, mais d'aller vers de l'abondance, en fait. Voilà. De se dire, OK, je prends la décision, je suis restée en vie, moi. Oui. Donc, qu'est-ce que j'en fais de ça? Qu'est-ce que je fais de mon histoire? Qu'est-ce que j'ai vécu avec lui qui est transposable? Qu'est-ce que je peux poursuivre qu'on avait fait? Qu'est-ce que je peux… Il y a plein d'options, en fait. Ça dépend dans quel… Mais il y a plein d'options possibles. Mais une des options que je vois au final, c'est se dire, OK, est-ce que lui, vraiment, si on en avait parlé ensemble, il m'aurait dit, surtout si je meurs, tu as intérêt de bousiller ta vie, hein, parce que sinon, tu ne m'honores pas. Ouais. Parce qu'il y a un peu ce côté-là aussi qui est très judéo-chrétien, c'est-à-dire si on ne pleure pas, c'est pas bien. Enfin, j'exagère. Puis bien sûr que le deuil est nécessaire, et évidemment, mais parfois, les gens s'inscrivent là-dedans parce que c'est important de montrer qu'on a de la peine. Mais bien sûr qu'on a de la peine. Évidemment qu'on a de la peine. Moi, parfois, j'ai de la peine aussi de voir mon fils comme ça. J'ai de la peine aussi pour moi, parfois, de ma vie qui n'est pas facile au quotidien. Mais en fait, on en fait quoi après? Alors, du coup, on a de la peine et puis on reste dans la peine, ou on se dit, OK, donc je transforme, comment je transforme ça? Et on a chacun nos clés. Donc, ça peut poursuivre un projet qu'ils avaient ensemble, faire des choses qu'ils avaient rêvé de faire ensemble. Mais en tout cas, c'est s'inscrire dans des projets de vie, pas des projets de souvenirs de mort, en fait. Mais ça passe par l'envie et
voilà, de sortir de son deuil dès qu'elle pourra et sortir du regard des autres aussi. Oui, bien Merci. sûr, c'est cruel. Merci beaucoup. Et merci aussi à toi, Mumu, et on est avec toi, on pense fort à toi dans ce moment dur. Ouais. Alors, on a Luna qui nous dit « Bonsoir à tous, je suis ravie de vous écouter. Carole, merci Annelise encore une fois. » Donc, elle est toute contente. Tant mieux. J'ai vu qu'il y avait aussi une autre question. Alors, c'est Sandrine qui te pose la question. Bonsoir Anne et Carole et tous. Est-ce que cet enfant va mieux? Est-ce qu'il vit du bonheur? Est-ce qu'il rit? Ah oui, oui, mon fils a beaucoup de bonheur. Mon fils a du mal à gérer ses émotions. Donc, quand il n'est pas content, on le sait. Quand il est content, on le sait. Et il peut osciller de l'un à l'autre dès qu'il est frustré. En fait, il gère très, très mal la frustration encore. Mais oui, oui, je pense d'ailleurs qu'il est très, très heureux, hein, mon fils. Hein. Il a sa maman, il a son papa, il a sa sœur. Non, je pense qu'il est heureux. Maintenant, parfois, c'est difficile. Bien sûr, puisque à l'école, c'est pas toujours simple. Voilà. Parfois, il peut me dire la maîtresse me gronde. Ouais. Alors, elle ne gronde pas, elle lui explique les règles, mais pour lui, c'est pas forcément toujours adapté l'école. On va pas parler de handicap parce qu'on pourrait en parler des heures, mais voilà, c'est pas toujours simple la vie, mais la vie n'est jamais simple pour personne, ni pour un enfant entre guillemets ordinaire à son école normale. Voilà. Mais oui, c'est un enfant super heureux et il se développe au mieux de ce qu'il peut. Et ouais. Non, il n'est pas handicapé au point de pas avoir ça de possible, puisqu'il parle, il communique quand même. Donc, c'est gentil. Merci en tout cas, Sandrine. Merci, Sandrine. Super, bah, c'est vraiment génial, Carole, cette conférence. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur la chaîne. Et on vous invite à nous rejoindre pour les 3 ateliers. Ça va être un grand moment de partage où on va être vraiment là pour vous et pour vous parler et vous écouter. Et Carole, je te laisse le mot de la fin pour cette belle vidéo. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Pour les ateliers, moi, j'espère qu'il y aura de l'interaction. Je pense que c'est sympa. C'est vrai que là, pour Mumu, par exemple, sa question, ça me touche encore, en fait. J'ai encore la question en tête et c'est toujours délicat de répondre par une question sans avoir un échange. Je trouve ça assez sympa qu'on puisse un peu échanger. Je pense que ça sera peut-être possible pour les ateliers. D'avoir un chat peut-être un petit peu plus interactif parce que c'est toujours extrêmement compliqué de répondre comme ça. Il faut parfois plus d'éléments en fait parce que bien évidemment que quand on perd un être cher 2 mois après, ça reste très compliqué. Moi, j'ai perdu un être cher, je l'ai pleuré 1 an. Hein. Donc voilà, après chacun, mais tous les soirs, je pleurais. Et la journée ça allait et le soir, j'étais écroulée. Et voilà, on a des phases comme ça de désespoir. Le truc, c'est de penser qu'il y a forcément une porte de sortie de toute façon à ce désespoir-là, sans forcément oublier la personne. Hein. Oublier la personne, être heureux, c'est pas oublier la personne. Pour moi, c'est l'honorer. Mais voilà, c'est toute une histoire de perception et de mots en fait aussi. Donc, merci en tout cas Annelise, c'est toujours un plaisir d'échanger ensemble. Ouais. et puis j'espère que certaines personnes pourront trouver des clés à travers ces ateliers. C'est tout ce que je souhaite en fait. Voilà. Merci beaucoup, Carole. C'est génial. À très bientôt à tous et à toutes.